On utilise le mot dépense, mais ce n'est pas des dépenses parce que la plupart des dépenses dans notre plateforme, c'est pour des investissements. Ce n'est pas des dépenses opérationnelles. L'idée qu'il allait y aller recentrer les libéraux, c'est fou. Maintenant, c'est clair qu'il est encore pire que Justin Trudeau. La réalité, c'est que c'est le même gouvernement, les mêmes ministres, le même caucus, la même idéologie, la même vision, la même hostilité aux valeurs québécoises. Le chef libéral qui déposait son cadre financier hier en annonçant des investissements et non des dépenses, a-t-il dit, et la réplique des autres partis qui se sont immédiatement saisis de l'occasion pour souligner que la gestion du nouveau chef libéral ne semblait pas bien différente de celle de l'Ancien Régime. Alex Chantal Michel, rebonjour. Bonjour. Bon, Michel, des investissements, c'est pas des dépenses, c'est ça l'argument de vente de M. Carney. Vous achetez, vous? C'est un investissement quand c'est vous qui le faites, c'est une dépense quand c'est les autres partis qui le font. C'est vieux comme le monde. Alors, bien sûr, mais il y a effectivement dans la plateforme de M. Carney des investissements dans des domaines qu'on n'en a pas vu beaucoup depuis longtemps. La défense nationale étant probablement le plus clair exemple de ça. Mais tous les cadres financiers sont jusqu'à un certain point une œuvre de fiction. On ne peut pas prédire l'avenir, on ne peut pas prédire l'avenir de l'économie, on ne peut pas prédire une crise. Alors donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, là. Mais ce qui est clair, c'est que le gouvernement de M. Carney, s'il est élu, va investir de façon majeure dans des choses qui renforce l'indépendance du Canada, si vous voulez, c'est-à-dire la défense nationale, des choses comme ça, qui ont été, soyons clairs, l'enfant pauvre du budget du gouvernement canadien depuis des décennies, littéralement. Alec, est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans le document d'hier qui vous a surpris ou qui vous a fait sourciller? Non, pas vraiment. En fait, les cadres financiers, je suis assez d'accord avec Michel. Là, il y a souvent un peu de comptabilité créative là-dedans. Fait que c'est pas les virgules puis les chiffres qui m'intéressent tant comme est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est farfelu, là? Est-ce qu'il y a quelque chose là, de complètement hors norme? Je vous donne un exemple. Là. Si quelqu'un vous promet d'équilibrer le budget à Ottawa alors qu'on s'en va en ralentissement économique, qu'on est en guerre commerciale puis qu'on veut doubler le budget de la défense, c'est pas réaliste. Ça n'a pas de bon sens, ça tient pas debout. Moi, c'est plus ça que je regarde. Est-ce que oui ou non, on a fait un travail sérieux. Dans ce cas-ci, oui, les déficits sont encore très élevés du côté de Mark Carney parce qu'on est dans une situation particulière. On investit en défense, Michel vient de dire. On a bien évidemment la guerre commerciale, très difficile de savoir où ça s'en va. Donc, oui, les déficits sont élevés. Je m'attendais à ce qu'ils le soient. Donc, est-ce que c'est 10 milliards de trop, 10 milliards de moins? C'est là que la comptabilité créative entre un peu en jeu. Donc, je m'attarde pas tant à ça. C'est plus est-ce que oui ou non ça tient la route? Est-ce qu'on fait un travail relativement sérieux? On a déjà vu des partis pas être très sérieux avec leur cadre financier. Hier, c'était un travail relativement sérieux, mais je regardais les manchettes aujourd'hui. Il n'y a à peu près plus aucun site Internet qui le met en manchette. Ça passe plus nulle part. C'est pas un grand moment d'une campagne électorale, surtout pas en plein milieu d'un congé de Pâques, le dévoilement des cadres financiers. Par contre, les conservateurs, en le dévoilant après le congé de Pâques, où il y a plus d'attention médiatique, vont être davantage scrutés. J'ai hâte de voir si cette stratégie-là va être payante. Chantal? Oui. D'abord, les cadres financiers, là, que ceux qui viendront et ceux qui sont déjà venus, vous pouvez les mettre dans votre bibliothèque à côté de quelque chose qui va s'empoussiérer. Pourquoi? Parce que le prochain gouvernement n'aura jamais abordé son mandat avec autant d'incertitudes sur le front économique, sur le front géopolitique. Alors, c'est merveilleux de faire des cadres financiers. Généralement, ils ne tiennent pas la route. Rappelez-vous des très, 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 très petits déficits que Justin Trudeau allait faire pendant vraiment, vraiment, vraiment pas longtemps. C'est un exercice intéressant, mais à la fin, je ne fais pas partie des gens qui déploraient qu'on ne les ait pas vus avant les débats, parce qu'il me semble que ça aurait donné lieu à une espèce de faux débat sur des chiffres qui, peut-être qu'on n'en parlera plus au mois de juillet de ces chiffres-là. Mais il y avait dans l'idée de présenter ce cadre financier le samedi de Pâques, le moment le plus creux d'un long week-end, il y avait quand même un piège pour Pierre Poilievre. Parce que là, il y a eu une bourrée, et vous les avez entendus, de critiques conservatrices qui sont tombées beaucoup dans le beurre parce que les gens sont dans les festivités de Pâques, mais aussi parce qu'à chaque fois qu'un conservateur dit
et c'est ci et c'est ça, il se fait demander, mais où est le tien? Ouais. Montre-moi tes cartes. Mais d'autre part, j'ai de la difficulté à imaginer que M. Poilievre pense qu'il va nous présenter un cadre financier où il arrive au déficit zéro, alors qu'il a annoncé des baisses d'impôts, le maintien des transferts aux provinces à leur niveau d'augmentation actuel, le maintien des programmes créés par les libéraux comme les garderies et autres, et un accroissement des dépenses militaires. Alors, le piège est double. Là, on passe la fin de semaine, pendant que les gens font d'autres choses, à parler du cadre financier libéral et on risque de parler du cadre financier conservateur et de son point d'équilibre, s'il y en a un, pendant les 2 ou 3 derniers jours de la campagne. C'est probablement pas à l'avantage des conservateurs. Ouais. Ça arrive. Est-ce que ça change, Alec, quoi que ce soit, ce genre de. Est-ce que dans la tête des électeurs, ça peut avoir une influence? Parce que là, évidemment, on attend celui des conservateurs. C'est le seul qui manque. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Quand il y a des grosses bourdes dans les cadres financiers, ça peut changer à la marge quelque chose, pas de manière très importante. Je me souviens du cadre financier de Dominique Anglade. J'allais dire fois, il y avait 5 celui milliards. de la dernière provinciale, oui. Oui, 5 milliards de dollars là, d'erreurs dedans. Francis Veil de la presse avait fait un super travail pour dire que ça ne balance pas ces chiffres-là. Or, on avait passé tout le début de la campagne chez les libéraux à dire c'est nous qui sommes les mieux placés pour être capables de gérer l'économie, d'écrire des budgets. On avait Carlos Leitao, le ministre des Finances, qui était là. Puis on se rend compte que c'était peut-être pas super finalement. Je me souviens de Québec solidaire à un moment donné où les chiffres de dépenses étaient tellement importants que les gens se disaient voyons, ça n'a comme pas de bon sens. Donc, quand c'est décroché un peu du réel pour essayer de faire arriver une plateforme, là, ça peut changer quelque chose dans la crédibilité du parti. Mais à partir du moment où les chiffres tiennent puis on n'est juste pas d'accord avec les chiffres, c'est très rare que ça fait bouger quoi que ce soit. Oui. Parlant de. Oui, Chantal? Mais dans cette campagne-ci, Mark Carney, dans le rôle de critique du programme et du cadre financier des conservateurs, part avec une longueur d'avance à cause de qui il est. Et il est là le risque. Et vous voulez parler de cadres financiers fédéraux qui ont déraillé? En 2015, quand le NPD était en piste pour le pouvoir, une des journées les plus catastrophiques de la campagne, ça a été le dévoilement du cadre financier du NPD. Les gens qui étaient allés au front pour l'expliquer n'étaient pas capables d'en expliquer des grands morceaux. Et ça a été la fin du rêve néo-démocrate de devenir le prochain gouvernement. Alors, pour les libéraux, tout ce qui s'est passé en fin de semaine, c'est, oui, on a coché la case, mais néanmoins, on s'est installé pour pouvoir faire la dernière semaine de la campagne sur le dos des conservateurs, sur le terrain qui avantage le plus Mark Carney. Je me souviens de ce cadre financier des néo-démocrates en 2015. C'est vrai que ça n'avait pas été de bonne journée pour M. Mulcair. Bon, là, on entame la dernière semaine de campagne. Qu'est-ce que vous surveillez, Michel, au cours des 6-7 prochains jours? D'abord, le débat sur les cadres financiers va prendre une journée ou deux au début de la semaine. L'important, c'est que ça soit crédible comme cadre financier et que la personne qui fait les critiques soit crédible. Chantal vient de le dire, M. Carney, là-dessus, a une grosse avance. Alors, ça peut être important. Et après ça, on commence à regarder où ils vont. Parce que là, on voit d'habitude qu'est-ce qui sont les faiblesses, qu'est-ce qui sont, et aussi les faiblesses de tous les partis en quelque sorte, si on pense qu'on peut aller gagner des sièges ici, gagner des sièges là. Encore que c'est pas une campagne qui se joue siège par siège. Là. Quand on voit les sondages qui n'ont pratiquement pas bougé depuis le début de la campagne, on risque de voir surtout les conservateurs, sans être en mode panique, être en mode très grand dérangement. Oui, peut-être un soit défensif. Il nous reste 2 minutes, 1 minute chaque. Alec, qu'est-ce que vous surveillez cette semaine? Ben, l'Ontario et la Colombie-Britannique se sont resserrés un petit peu dans les derniers jours dans les sondages. Donc, je pense que les conservateurs et les libéraux vont passer beaucoup de temps en Ontario particulièrement. Toute la fin de semaine, Mark Carney y était. Du côté de Pierre Poilievre, on est en Colombie-Britannique. Je pense qu'on va se ramener en Ontario. C'est l'inverse pour Jock Meeting. On va passer beaucoup de temps en Colombie-Britannique. Je pense là-bas, on a besoin de sauver les meubles, sauver son propre siège. Et donc, ça va beaucoup jouer dans ces deux provinces-là. Peut-être un petit peu au Québec, là, où le Bloc québécois se maintient dans les sondages, même une petite remontée. Là. Peut-être qu'il y a des nationalistes qui ont l'impression que les jeux sont faits et qui peuvent voter du côté du Bloc québécois. Donc, il faudra surveiller un petit peu le Québec, mais je pense que
Attendez-vous à ce que dans le Grand Toronto, il y ait pas mal de chefs là, conservateurs et libéraux dans les derniers jours de la campagne. La circulation à Toronto, Chantal? Ouais. Les sondages, dans un premier temps, parce que je ne crois pas qu'on a décanté l'effet débat à cause du long week-end qui a commencé tout de suite après. Et je suis assez curieuse de voir si, d'une façon ou d'une autre, ça a fait bouger l'aiguille. Et autrement, Ontario, vous remarquerez, on ne vous parle jamais du Canada Atlantique. L'impression que tout le monde a, et ça a été mon impression quand je suis allée sur place, c'est que la campagne était terminée depuis longtemps dans cette région-là, à l'avantage des libéraux. Donc, Ontario, sans doute de la Colombie-Britannique, et là, je m'attends à voir M. Singh. Si je vois M. Singh à Montréal en train de faire campagne, je vais être renversée de surprises et pleine d'interrogations sur son sens des priorités. Oui. On va surveiller ça. Ça en dit beaucoup, les déplacements des chefs durant la dernière semaine de campagne. Alex, Chantal, Michel, je vous souhaite un joyeux Pâques. Je vous renvoie à vos festivités, puis on se revoit en personne la semaine prochaine pour le bilan de la campagne. Au revoir. Au revoir. Au revoir.